Début 21e siècle, les futurologues annoncent un nouveau péril urbain. Les mégalopoles s'étendent et se densifient, les ressources d'énergie s'épuisent et on ne trouve plus de place pour se garer. Heureusement, face au chaos redouté, la technologie s'impose. Des mini-centrales individuelles autogèrent leurs électrons. Des algorithmes guident les pas des citadins et dans les salles de contrôle, des ordinateurs s'apprêtent à remplacer des employés trop humains. L'urbanisme technologique nous promet des villes hyper rationnelles, 100% durables et parfaitement sûres. Des villes intelligentes. Les villes concentrent 3 milliards d'individus et 3 autres milliards devraient les rejoindre d'ici une quarantaine d'années. Si les lumières urbaines évoquent un réseau de neurones gigantesques, un défi à sa mesure se profile. Comment produire l'énergie demandée alors que les ressources s'épuisent et que les citadins ont toujours une bonne raison d'allumer la lumière ? Ce que ces 10 dernières années nous ont clairement montré, c'est que la deuxième révolution industrielle touche à sa fin. Les énergies fossiles deviennent de plus en plus chères et on a vraiment atteint le maximum de leurs possibilités. En 2003, la grande coupure de courant de New York donne un aperçu de la vie en mégapole après l'extinction forcée des feux. Une fois passée l'excitation de participer à une super blackout party à l'échelle de la ville, l'angoisse s'installe d'avoir vécu en avant-première un scénario plus très futuriste. Un retour à l'âge de pierre entre les tours délirantes d'une civilisation éteinte. Heureusement, dans ces sombres scénarios, des lueurs persistent, comme Jeremy Rifkin. Économiste et concepteur de plans futuristes pour sauver l'humanité, Rifkin a trouvé une solution. La révolution. Une révolution industrielle, la troisième du nom. Ce que j'ai réalisé dans les années 90, c'est qu'on approchait d'une nouvelle ère énergétique, une troisième révolution industrielle. Dans l'histoire, toutes les grandes révolutions économiques ont eu lieu quand de nouvelles formes d'énergie sont apparues. Elles rendent possible des sociétés plus complexes. Elles augmentent les débits d'énergie, permettent de rassembler plus de gens et les intègrent dans des structures économiques plus efficaces dans le temps et dans l'espace. Ainsi, avec l'invention de la machine à vapeur et l'extraction du charbon qui l'alimente, les villes de la première révolution industrielle poussent le long des voies de chemin de fer et les maisons des ouvriers se concentrent autour de leurs usines où ils se rendront à pied. La deuxième révolution industrielle jaillit du pétrole et du moteur à explosion. Les populations peuvent s'étaler grâce à l'automobile et découvrir la vie de banlieue, irriguée par ses réseaux électriques et ses lignes de téléphone. Notre monde repose entièrement sur les énergies fossiles. Les transports, le chauffage, l'éclairage proviennent tous des énergies fossiles. En fait, nous avons déterré les restes de l'ère carbonifère et nous avons transformé ce carbone, le charbon, le pétrole, le gaz, en biens, en services et en infrastructures. Nous avons bâti une grande civilisation éphémère et nous avons quasiment détruit l'équilibre de cette planète en provoquant le réchauffement climatique. Mais selon Rifkin, après le charbon et le pétrole, l'avenir de la civilisation reposera sur le vent et le soleil. Et dans sa ville rêvée, tous les bâtiments se convertissent en mini-centrales écolo qui transforment le souffle du vent et les rayons du soleil en électricité. Elles sont capables de stocker cette énergie pour les jours de pluie ou les semaines sans vent. Et toutes ces mini-centrales connectées forment un réseau de partage, une communauté de l'énergie, où chacun peut puiser selon ses besoins ou reverser son énergie en trop. C'est l'Internet de l'énergie qu'on parcourt, évidemment, en voiture électrique. On va utiliser l'Internet tel qu'il est actuellement et transformer les réseaux électriques dans un Internet de l'énergie, un réseau distribué qui fonctionnera exactement comme Internet.
Jérémy Rifkin n'est pas un amateur en matière de plans économiques. Il y a consacré des milliers de pages, traduites partout dans le monde, et joue habilement d'un carnet d'adresses qui en impose. Chefs d'État et industriels influents se paient ses conseils pour imaginer le futur. Mais son séduisant modèle énergétique se heurte encore à quelques défis politiques et technologiques. Et Rifkin continue de sillonner le monde pour convaincre que la révolution est bien en marche. De l'autre côté de l'Atlantique, dans le nord de la France, le paysage minier garde la mémoire d'une source d'énergie épuisée. Le charbon, pour nous, ça a été de l'emploi, mais à côté de ça, c'était les hommes qui mouraient à 45-50 ans de la silicose. C'était des pollutions disséminées partout dans le territoire. On ne renie pas cette histoire. Mais cette histoire, elle est terminée. Elle a généré des impacts très négatifs. Et aujourd'hui, on sait très bien que ce que nous, on a vécu à notre échelle, la planète est en train de le vivre au niveau global. À Los Angeles, après la fermeture des derniers puits de charbon dans les années 80, le maire écologiste, Jean-François Caron, décide de produire l'énergie de la ville à partir d'une source quasiment inépuisable, le soleil. La grande centrale fournit l'énergie d'une trentaine de foyers et même l'église s'est convertie à l'écologie et transforme la lumière céleste en électrons. L'isolation des bâtiments et la construction d'écoquartiers réduisent la facture énergétique de 35%. Car dans une commune appauvrie, l'argument écologique est aussi économique. Entre quelqu'un qui paye 2000 € de chauffage électrique et qui a froid dans sa maison et quelqu'un qui paye moins de 200 €, pour les gens, il n'y a pas besoin de leur faire un grand baratin idéologique sur le développement durable. Hein. C'est du pratico-pratique. C'est mieux qu'une augmentation de salaire. Hein. A priori, même dans le Nord, miser sur le soleil pour produire de l'énergie, c'est forcément rentable parce que c'est gratuit. Surtout que les installations écolos de la ville ont été financées par des subventions. Mais Jean-François Caron veut prouver que ce nouveau modèle énergétique n'est pas seulement viable pour une commune de 7000 habitants, mais également à l'échelle régionale. C'est ça l'enjeu maintenant pour nous, c'est le changement d'échelle. La France dépense pour ses sources d'énergie, soit le gaz, le pétrole, le charbon ou l'uranium, 70 milliards d'euros par an qu'elle verse à l'étranger, aux Émirs ou aux Russes. Bon, imaginez qu'on prenne cette somme et qu'on l'injecte dans l'isolation de l'ensemble des bâtiments de France. Mais comment convaincre toute une région de se lancer dans la troisième révolution industrielle ? Le père spirituel de la transition énergétique ne vient pas seulement dans le Nord-Pas-de-Calais pour visiter l'église de Los Angeles. Le conseil régional a fait appel à lui pour imaginer la refonte totale du système énergétique de la région. Après un an de travail, Jérémy Rifkin s'apprête à révéler sa feuille de route. Jérémy Rifkin a un rôle qui est un rôle considérable. Il est en quelque sorte un catalyseur. Il existe dans cette région un certain nombre de forces, un certain nombre d'initiatives. Si on veut que tout cela soit fort, il faut que ce soit cohérent. This is it. A master plan for a third industrial revolution build out in this beautiful region of northern France. Le plan de Rifkin, c'est de faire du Nord-Pas-de-Calais un exemple mondial à grande échelle du nouveau modèle énergétique. Mais son Internet de l'énergie est-il bien réaliste ? La ville rêvée par Rifkin existe. Beau comme un prospectus d'urbaniste, c'est le quartier Wilhelmsburg, à Hambourg, avec sa fameuse voiture électrique. « 12 bâtiments produisent chaleur et électricité grâce au soleil et sont reliés entre eux par l'un des tout premiers réseaux de partage au monde. Notre bâtiment est relié à l'immeuble de l'administration en face par un réseau de chaleur de proximité. Et l'énergie en surplus que nous avons lors des journées ensoleillées est envoyée dans ce réseau local. Pour les habitants du quartier, c'est donc théoriquement la possibilité de revendre leur énergie en surplus à leurs voisins. Si toute l'énergie n'est pas utilisée,
Alors elle est réinjectée dans le réseau public et notre compteur tourne même à l'envers. Ça marche vraiment, je l'ai vu. Des compteurs qui tournent à l'envers, c'est le rêve de tout consommateur. Mais c'est dans les sous-sols du quartier qu'on devine le casse-tête technologique de l'Internet de l'énergie. Jusqu'à présent, les réseaux étaient centralisés, de l'énergie produite dans des centrales qui s'écoulent jusqu'aux clients. Le but du jeu consistait à prévoir la consommation pour que la quantité d'énergie déversée soit égale à celle qui est utilisée. Mais si les clients se mettent à produire une partie de leur énergie, et même à en reverser dans le réseau quand ils en ont trop, l'équilibre production-consommation devient autrement plus délicat à gérer. C'est là que la technologie numérique s'impose. Il est devenu nécessaire de mettre en place une sorte d'intelligence du réseau. Concrètement, nous avons mis en place une fibre optique dans tout le réseau, parallèlement au réseau d'énergie. Ce dispositif mesure de manière permanente et à chaque embranchement combien d'énergie est consommée. Et il nous permet également de mesurer la quantité de chaleur distribuée par chacun des clients pour équilibrer la production et la consommation. Au réseau énergétique se superpose un réseau d'informations. Toutes les données de consommation et de production sont analysées par des ordinateurs qui peuvent ainsi aiguiller l'énergie dans les embranchements et maintenir l'équilibre du réseau. C'est très intelligent, ça s'appelle les réseaux intelligents, les smart grids. Derrière tout ce système, il y a une intelligence énorme. Mais tous les problèmes technologiques ne sont pourtant pas résolus. Le point noir des énergies vertes, c'est qu'elles ne sont pas forcément disponibles quand on en a besoin. On a même tendance à se chauffer quand le soleil se fait rare et à allumer la lumière quand il fait nuit. Le défi du moment, c'est le stockage des énergies intermittentes. À Hambourg, plusieurs solutions dernier cri sont testées, dont ces rideaux qui ne sont pas en plastique vert. Le rideau vert, c'est une nouveauté. Il absorbe naturellement la chaleur solaire et la restitue lorsque la température baisse dans la pièce. Mais pour le moment, malgré des tentatives astucieuses et très chères, l'essentiel de l'énergie qui n'est pas consommée immédiatement est encore perdu. Et le solaire ne couvre du coup que quelques pourcents des besoins du quartier. Alors, où en est-on actuellement de la mutation énergétique des villes ? D'un côté, des quartiers au top de la technologie sortent de terre. Encore peu rentables, ils sont avant tout des tests grandeur nature, des paris sur l'avenir lancés par de grosses industries de l'énergie. Et de l'autre côté, dans toutes les villes, maisons et bâtiments publics se couvrent peu à peu de capteurs solaires et d'éoliennes pour faire baisser les factures. Et tous ces petits producteurs écolos disséminés commencent à remettre en cause le rôle des grosses centrales historiques. Au début, quand j'ai commencé à en parler aux entreprises d'électricité européennes, je vous le dis franchement, elles étaient plutôt mécontentes. La plupart le sont toujours d'ailleurs. Je leur ai dit, mettez-vous bien ça dans la tête, il y a déjà des millions de particuliers qui produisent leur propre électricité verte. Dans 10 ans, ce seront des dizaines de millions de personnes qui produiront leur propre électricité. Donc si vous êtes une compagnie d'électricité, voilà notre proposition. Nous allons vous vendre l'électricité. Et votre nouvelle mission, gérer les flux d'énergie pour les clients. Les modèles se cherchent encore, mais la part des énergies renouvelables double tous les 2 ans dans le monde et vient de dépasser les 20% en Allemagne. À tel point que même les grands spécialistes de l'énergie centralisée s'équipent en technologie numérique pour intégrer toutes ces nouvelles sources d'énergie dans leur réseau. Chaque année, RDF investit plus de 3 milliards d'euros pour moderniser le réseau. Une bonne partie va sur les smart grids, sur le développement de logiciels intelligents, sur la mise en place de capteurs, la mise en place de télécommandes à distance. Et nous allons continuer à le faire sur la basse tension avec Linky. Linky, le compteur vert qui va bientôt entrer chez tous les Français, informera le gestionnaire du réseau de l'activité électrique précise des foyers.
C'est la première pierre des nouveaux réseaux énergétiques. Ces réseaux révolutionnaires où se combineraient idéalement les énergies renouvelables à la communication numérique. Au cours de l'histoire, tous les grands changements économiques ont lieu lorsque les révolutions en matière de communication se conjuguent à des révolutions énergétiques. Ensemble, elles créent une nouvelle infrastructure pour accueillir un nouveau modèle économique. Ces modèles ne se contentent pas de modifier la manière dont nous organisons notre vie d'un point de vue économique. Ils modifient également nos modes de vie, nos habitats ou nos consciences. Ils modifient la façon dont nous construisons notre rapport à la nature et à l'autre. Selon Rifkin, les deux premières révolutions industrielles, basées sur des énergies difficiles à extraire, nécessitant l'injection de capitaux énormes, ont engendré une société centralisée autour de ses intérêts. Une société pyramidale avec, tout en haut, la finance maîtresse des investissements et un peu plus bas, des ouvriers invités à les rentabiliser. Un système également appelé le capitalisme. Mais l'Internet de l'énergie viendrait tout remettre à plat. Chaque bâtiment devient une microcentrale et des milliards d'individus produisent leur propre énergie. C'est power to the people, le pouvoir au peuple. This region of Nord-Pas-de-Calais begins a great journey. This is the region that pioneered the first industrial revolution. Mais comment le retour du pouvoir au peuple résonne-t-il dans la salle de conférence de Lille? Le plan de Rifkin pour le Nord-Pas-de-Calais présage d'un rapport de force un peu plus complexe. Le prix de la mutation énergétique est évalué à quelques 150 milliards d'euros sur une trentaine d'années, qui proviendront de subventions publiques, d'épargne de particuliers et d'investissements privés, notamment ceux des industries du numérique. Qui va tirer profit de ce nouveau paradigme? Je dirais qu'on est, de ce point de vue-là, dans un monde totalement dérégulé. Et les acteurs historiques vont rentrer en compétition, comme ça s'est fait dans les télécoms, avec des nouveaux entrants. Pour ces nouveaux entrants, l'Internet de l'énergie fait miroiter de nouveaux marchés à conquérir. Car en France, le plan de Rifkin remettrait en cause le rôle central du producteur historique, EDF. C'est sûr qu'on a un choc de culture. Il est américain, il ne sait pas ce que c'est que la puissance publique, il sait ce que c'est que le business. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il nous dit? Les coopératives de producteurs vont s'associer aux consommateurs. Il nous dit on arrive à l'émergence du pouvoir latéral. Le Nord-Pas-de-Calais sera-t-il l'emblème d'un nouveau pouvoir latéral incarné par des coopératives de citoyens motivés? Ou le fer de lance de nouvelles superstructures de l'énergie et du numérique? Rendez-vous en 2050. En attendant, en France, le premier quartier à viser l'indépendance énergétique esquisse un futur possible. C'est le quartier Issy-Grid à Issy-les-Moulineaux. Les bâtiments mis en réseau se dressent comme le symbole des villes numériques. Les sièges de Microsoft et de Bouygues, nouveaux prétendants à la gestion de l'Internet de l'énergie. Nous, on pense qu'il va y avoir un nouvel acteur qui va être opérateur énergétique de quartier, un opérateur multi-énergie. On parle d'eau, de transport, tout ce qui est environnement et puis de nouveaux services urbains. Issy-Grid, comme le quartier Wilhelmsburg de Hambourg, fait partie de ces projets pilotes lancés par de grands groupes du numérique pour tester leur technologie. Il ne s'agit plus seulement ici d'énergie, mais de tous les domaines de la vie urbaine où la gestion de données pourrait s'avérer profitable. Ces quartiers bardés de capteurs et de systèmes automatisés sont la tête de gondole des villes autoproclamées intelligentes. En anglais dans le texte, les Smart Cities. Derrière cette idée de Smart City, il y a cette intuition vraiment juste, qui est il y a énormément d'informations dans la ville, autour de la ville, produites par la ville, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en tirer, qu'on n'en tire pas aujourd'hui. Ça pourrait nous aider considérablement à mieux la comprendre, à mieux l'organiser, à mieux la vivre. Ça, c'est juste. Et puis, il y a l'idée que
La ville est un grand système dont un cerveau omniscient va pouvoir enfin piloter toutes les dimensions de manière efficace, optimale. Ça, c'est un pur fantasme. Dans toutes les grandes villes du monde, les artères sont saturées et l'espace manque pour créer de nouvelles infrastructures. Dans le transport comme dans l'énergie, la tendance smart des villes, c'est d'utiliser la précision informatique pour optimiser les flux et faire passer de plus en plus de monde dans les mêmes tuyaux. Mais comment piloter les mouvements d'individus comme des électrons dans un réseau ? À Londres, les cartes de transport individualisées, validées à l'entrée et à la sortie de chaque trajet, ont été mises en place pour suivre précisément les flux de voyageurs dans le réseau. Depuis qu'on a mis en place les cartes de paiement intelligentes, ici à Londres les Oyster Cards, les données enregistrées à chaque fois que les voyageurs payent nous sont disponibles, ce qui nous donne une idée de comment les gens utilisent le système. Donc, d'une certaine façon, l'idée de la ville intelligente, c'est de récupérer tout ce qui est perçu par ces différents capteurs ou ordinateurs et de l'interpréter dans le but d'améliorer le système. Michael Batty conçoit des cartographies dynamiques de la ville pour les institutions urbaines. Grâce aux données de l'Oyster Card, cette animation convertit la multitude de trajets individuels en flux s'écoulant dans des artères et souligne les pics d'affluence de minute en minute sur une semaine. L'heure de pointe du matin, celle de 17h, et le petit flash résiduel de 23h qui témoigne des sorties culturelles et festives des Londoniens. On appelle ça le pouls de la ville. C'est une sorte de routine, c'est le battement de cœur de la ville. Les cartes animées de Michael Batty n'ont pas qu'un intérêt esthétique. Elles servent notamment aux régies de transport à saisir l'ampleur des problèmes à résoudre. La population londonienne s'accroît. La demande dans le réseau des métros augmente de 5% chaque année. Nous devons donc nous assurer que la capacité du réseau puisse prendre en charge tous ces gens qui veulent l'utiliser. La seule manière de s'en sortir, c'est la technologie numérique. Nous sommes passés d'une conduite manuelle des métros à une conduite informatique. L'ordinateur comprend où se trouvent tous les métros sur le réseau et réajuste subtilement le trafic pour maintenir l'équilibre général. Le balai automatisé des métros, entièrement géré par un seul cerveau central, a permis d'augmenter leur débit de 20 à 30% sans rien changer aux infrastructures. Et lorsqu'adapter l'offre à la demande ne suffit plus, on adapte la demande à l'offre. Aux heures de pointe, pour éviter la saturation totale des métros, l'Underground augmente ses tarifs de 50% en moyenne pour dissuader les voyageurs les moins motivés ou les plus pauvres. Et si les distributeurs sont plus lents qu'à l'habitude, c'est qu'ils ont été informés d'une trop grande affluence sur les quais et retiennent en amont les flux de passagers. En ce moment même, la salle de contrôle surveille le nombre de personnes dans la gare et gère l'ouverture des accès et la signalisation qui mène les passagers jusqu'au quai. Car nous choisissons parfois de réorienter les gens. Si les quais sont trop bondés, on peut les réorienter pour qu'ils mettent plus de temps à y accéder. C'est le type d'ajustement qu'on fait constamment. À la sortie du métro, on pourrait penser que chaque piéton redevient seul décideur de ses mouvements. Pourtant, là aussi, l'urbanisme intelligent oriente subtilement nos choix pour guider nos déplacements. À Londres, le carrefour d'Oxford Circus compte la population de piétons la plus dense du pays. Et impossible de pousser les murs de ces bâtiments historiques. Oxford Circus, c'était l'enfer du piéton. Un endroit horrible.
Il y a beaucoup de passages à Oxford Circus, 30 à 40 000 piétons par heure, plus environ 19 000 qui entrent ou sortent du métro. Face à cette situation cauchemardesque, la mairie et les commerçants ont une idée. Accélérer le débit de piétons. Mais comment s'y prendre pour ne pas ralentir le trafic routier? Pour Atkins, une société spécialisée dans la modélisation urbaine, la première phase de l'opération consiste à créer une réplique numérique du carrefour, avec tous ses citadins virtuels, pour tester, sans risque, toutes les solutions possibles. D'abord, il a fallu comprendre tous les mouvements du carrefour, en observant les gens et leurs déplacements. Nous avons modélisé les différents types de véhicules, car bien sûr, chacun traverse le carrefour de manière spécifique. Mais modéliser le mouvement des piétons reste la phase la plus délicate. Comment programmer 40 000 personnages virtuels pour que leurs comportements correspondent à ceux des passants réels d'Oxford Circus? James Amos a conçu le logiciel qui a servi à modéliser le carrefour. Après avoir passé des centaines d'heures à observer des piétons se croiser, il en a tiré 3 paramètres qui lui permettraient de recréer toutes les foules du monde. Lorsqu'un piéton se demande par où passer, 3 paramètres entrent en jeu. D'abord, il a une destination précise à atteindre. Ensuite, chacun a sa propre vitesse de marche. Enfin, les gens aiment avoir autour d'eux un peu de distance, un espace personnel qu'ils souhaitent conserver. En jouant sur ces 3 facteurs, on peut déterminer la trajectoire des piétons. Reste ensuite à personnaliser les avatars à partir de ces 3 paramètres. Pour que la proportion de touristes, de flâneurs et de londoniens pressés corresponde à celle d'Oxford Circus. Un touriste marchera lentement et essaiera sans doute de conserver plus d'espace autour de lui, alors qu'une personne qui se rend à son travail voudra y arriver le plus vite possible, quitte à bousculer les autres en chemin. Une fois qu'on s'est assuré que le modèle correspond à la réalité, alors peut commencer la modification du carrefour virtuel et l'observation de son impact sur les cobayes numériques. Il s'agit d'apporter de petites modifications pour obtenir le meilleur d'Oxford Circus. Parfois, des modifications minimes en matière de bordure de trottoir ou de positionnement des passages floutés peuvent faire toute la différence. Ainsi fut déterminée la courbe idéale des trottoirs pour raccourcir la traversée des piétons sans ralentir le virage des bus. Et même les traversées en dehors des clous sont moins rebelles qu'elles n'y paraissent. Elles ont été suggérées par les algorithmes pour désengorger le carrefour. On appelle ça les perchoirs. Ils donnent aux piétons la possibilité de traverser de manière informelle. Si quelqu'un voit un espace dans le flux de voitures et veut traverser la rue, nous pensons qu'il est très important qu'il n'ait pas besoin d'avoir recours au feu, mais simplement d'utiliser l'un de ces perchoirs. Ce qui est bien avec ces perchoirs, c'est que le piéton qui traverse n'est pas là au milieu de la rue à s'inquiéter des voitures qui passent. Mais la grande fierté de la société Atkins, c'est la traversée diagonale. Toutes les 2 minutes, le trafic routier est totalement stoppé et les piétons peuvent désormais traverser d'une traite le carrefour d'un coin à l'autre. Nous avions prévu que traverser Oxford Circus prendrait environ 50 secondes de moins qu'auparavant. Et en fait, les sondages effectués ont confirmé cette hypothèse. Et un compte à rebours incite à ne gâcher aucune des précieuses secondes de transit. Car le temps, c'est de l'argent, comme le savent les enseignes qui ont financé ce programme d'accélération des flux. Le projet a été rentabilisé en 6 mois. Cet investissement d'environ 4,5 millions de livres a été remboursé par l'augmentation du trafic dans les commerces du quartier.
Vu d'en haut, avec le regard d'un oiseau ou celui de Dieu, ces mouvements d'adaptation complexes d'éléments vivants que sont les gens qui se déplacent dans la ville, je pense que c'est magnifique. C'est fascinant, comme d'observer n'importe quel système naturel complexe. Mais en tant que citoyen, je ne pense pas que les flux puissent être optimisés. Les villes n'ont rien à voir avec l'idée d'optimisation. Il s'agit de friction, il s'agit de désordre, il s'agit de se confronter à ce qui est différent. Et je pense que lorsqu'on applique la mentalité d'un ingénieur au terrain qu'est la ville contemporaine, il y a un gros risque d'exclure de ce système toutes les choses qui produisent du sens et de la vitalité, précisément ce que nous appelons la magie de la ville. La technologie serait-elle en train de tuer la magie de la ville? Capteurs et algorithmes qui régulent nos déplacements annonceraient-ils une ville conçue comme une froide horlogerie, parfaitement huilée? La gestion informatisée de nos déplacements souligne une contradiction du citadin. L'exigence que les systèmes urbains fonctionnent de manière optimale et la réticence à se sentir surveillé dans ses moindres mouvements ou ses états stationnaires. Comment concilier ces deux visions? Celle d'une ville observée en surplomb, où les individus sont assimilés à des flux qui doivent s'écouler dans des tuyaux, et celle d'une ville plus chaotique et sympathique, où chacun est libre de ses mouvements. Quand on écoute, les gens qui vivent en ville commenceront très souvent par dire « Oui, j'ai besoin de me rendre d'un point A à un point B le plus rapidement possible ». Ils ont une approche pratique de la ville, genre homme d'affaires, sans fantaisie. Je dois juste aller de là à là le plus rapidement possible et je ne veux rien savoir de plus. Mais la réalité des choses est bien différente et beaucoup plus humaine. Entre l'anarchie totale et la régulation autoritaire, les concepteurs de la ville intelligente explorent une voie alternative. Proposer des services personnalisés aux citadins, tout en modulant discrètement leurs choix. Mais comment comprendre toutes ces stratégies individuelles à l'échelle d'une ville ? Avant, par exemple, si on voulait avoir accès à la donnée GPS, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les données des taxis. Ça nous permettait de mesurer les différents flux de mobilité dans la ville. Aujourd'hui, avec les smartphones, il y a une évolution vers plus de capteurs, plus de données. Un smartphone est un capteur qui permet de récupérer de l'information de géolocalisation, qui permet du coup de mesurer les affluences et les patterns de mobilité sur des échelles complètes. Rand Indy, jeune et brillant mathématicien parisien, met au point des applications pour faciliter le quotidien des citadins en mouvement. Il récupère des milliards de données de géolocalisation qu'il passe à la moulinette de ses ordinateurs. L'objectif, c'est de trouver des lois mathématiques qui se cacheraient derrière tous ces mouvements apparemment désordonnés. La beauté, en fait, avec la prédiction, c'est que si on est capable d'anticiper les comportements, on est capable d'influencer ces comportements et donc de changer littéralement le futur. Changer le futur. Pour jouer ce scénario de science-fiction dans les transports parisiens, Rand Indy cherche à comprendre tous les paramètres qui influencent les choix d'un citadin en mouvement. Le rêve, ce serait d'entrer dans la tête d'un voyageur qui doit se rendre d'un point A à un point B et qui doit choisir son itinéraire. Alors je descends à Bastille et je prends la 1 directe jusqu'à Roosevelt, ça fait 19 stations, un changement, 7 minutes de marche. Je reste 6 minutes de retard. Non. Gare de l'Est, la 7 sur le quai d'en face et la 1 à Palais-Royal. Si je prends, des comptages aux portes des trains, ce que ça va me donner, c'est le nombre de personnes qui sont rentrées et sorties du train à différentes stations. Mais ça va pas me donner grand-chose sur comment est-ce que les gens ont changé de train, par exemple. La 1 à Hôtel de Ville par la 11. Mes changements auraient pu en heure de pointe, les courants contraires, l'huile de croissant rôti, l'embouteillage devant la musique indienne. Mais une fois qu'on recoupe justement ces informations de géolocalisation avec d'autres types de données, là ça commence à devenir intéressant parce qu'on commence à observer tous les différents flux caractérisés. Il s'agit donc de croiser le maximum de données différentes. Données sur les affluences dans les gares, sur la géographie des lieux, la météo ou les dates de concert, et de trouver des relations de cause à effet.
Donc en analysant ce contexte-là, on est capable de comprendre exactement pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ce trajet-là, et donc d'anticiper ce qui va se passer plus tard. C'est ainsi qu'à partir des données de la SNCF, couplées à une multitude d'autres bases de données, l'application Tranquillien prédit les affluences dans les trains de banlieue, de gare en gare et de wagon en wagon. Le but affiché de l'application, c'est d'aider les voyageurs à trouver une place assise. On est capable de faire des prédictions jusqu'à une semaine dans le futur, avec des degrés de précision autour de 80 à 85%. En donnant cette information à l'usager, on contribue à changer ses habitudes et donc on contribue à l'étalement des heures de pointe, qui est un des enjeux principaux des opérateurs de transport public. En dosant contraintes et propositions alternatives, les grandes capitales tentent de se débarrasser de la voiture individuelle, encombrante, polluante, pas du tout smart. À Londres, un péage urbain automatique débite 8 livres par jour aux automobilistes qui s'aventurent en centre-ville. Tandis qu'à Paris, on limite drastiquement les places de stationnement. Et dans les deux cas, on propose un nouveau service qui allie individualisme et intérêt collectif, les véhicules partagés. Le nouvel emblème du partage en ville, c'est le vélo. À Paris, un tiers des cyclistes est un conducteur de Vélib et en moyenne, un Vélib est chevauché par 5 personnes différentes chaque jour. Depuis le succès des Vélib parisiens, 500 villes dans le monde se sont équipées d'un système de vélo en libre-service. Les vélos en libre-service sont un premier exemple de service d'information en réseau dans le paysage urbain de tous les jours. GPS, RFID, tout est là. C'est bien moins spectaculaire que quelqu'un qui arrive en disant « on va faire fonctionner la ville intelligente avec un centre de contrôle urbain ». C'est beaucoup plus ancré dans le quotidien. Mais finalement, je pense que ça fait une grande différence dans la vie des gens. Même l'objet culte de l'homme libre et individualiste devient un bien communautaire. Un nouvel itinéraire a été calculé. Selon les gestionnaires des voitures en libre-service, un véhicule partagé pourrait remplacer 8 voitures possédées. Tournez à droite, puis continuez tout droit. Pourquoi posséder quand on peut partager ? Telle serait la devise d'une nouvelle génération urbaine qui veut profiter de tous les biens que la ville peut offrir, mais de manière économe, écolo, conviviale. Facilitées par l'Internet et ses communautés numériques, les initiatives se multiplient de partage de biens, de services ou de lieux, comme ces espaces de travail collectif pour travailleurs solitaires n'aimant pas la solitude. 50 ans après le Flower Power, les villes numériques incarneraient-elles enfin l'utopie d'un Woodstock écolo et durable ? Ce qu'il devrait se passer d'ici 40 ou 50 ans, c'est le déclin du capitalisme. Il jouera toujours un rôle, mais il sera plus diffus dans un monde où toutes les formes d'échange deviennent quasiment gratuites. Le partage des biens communs deviendra peu à peu le nouveau modèle économique, simplement parce qu'il s'accorde au monde de l'Internet. La réalité actuelle des grandes villes nuance les prévisions de Jeremy Rifkin. À Londres ou à Paris, les populations les plus pauvres sont reléguées toujours plus loin des centres historiques, qui se garnissent d'infrastructures connectées et écolo, mais pas vraiment accessibles à tous. Le risque est que cette accessibilité ne soit pas partout. Et là, je vois très fortement le risque d'une nouvelle hiérarchisation de l'espace urbain. Donc ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui sera mieux connecté et quelqu'un qui sera moins connecté. Paola Vigano est une urbaniste alternative, consultée dans le projet de création d'une grande métropole parisienne, le Grand Paris. Selon elle, le concept de villes intelligentes accentuerait le clivage entre des centres hyper connectés et leurs périphéries. Des périphéries où se développe une forme d'urbanité plus étalée, plus diffuse. Quand on dit que plus que la moitié de la population mondiale habite dans les villes, c'est pas qu'ils vivent dans la ville
au sens traditionnel. Plus que la moitié de la population mondiale vit dans des conditions d'une urbanité diffuse. Donc c'est ça l'urbanité. Donc il faut absolument imaginer des projets, des stratégies pour ce type de ville. Le projet que Paola Vigano défend pour le Grand Paris remet en cause la convergence de tous les réseaux vers le centre historique. Il valorise, au-delà du centre, des lieux moins officiels, des lieux que se sont appropriés d'elles-mêmes différentes populations. On les appelait des lieux significatifs. Ce sont des lieux le long de l'eau, ce sont des lieux sportifs, les marchés ethniques. C'est tout ça. Et peut-être la première stratégie, c'est tout simplement de faire émerger ces lieux et renforcer les connexions, les possibilités d'échange entre ces points. Et donc le Grand Paris pourrait être imaginé au-delà du centre de Paris, comme un territoire qui est riche en termes de lieux significatifs pour ces différentes populations. À Shanghai, en 25 ans, la population a doublé et compte aujourd'hui 23 millions d'habitants. Dans cette mégapole démesurée, on cherche aussi à recréer du lien entre la ville et les habitants. À l'initiative des chefs de quartier, des expériences de petits villages numériques se multiplient, comme celle lancée dans le district de Lujiazhu. Le but des communautés intelligentes est entièrement axé sur le bien-être de la population. La technologie n'est pas une fin en soi et on ne cherche pas à ce qu'elle soit la vitrine du quartier. Ce que nous voulons avant tout, c'est que les habitants ressentent et reconnaissent que la qualité de vie est meilleure. Dans ce quartier d'1 million d'habitants, la préoccupation première des responsables communautaires, c'est la sécurité, sur laquelle veillent 1 millier de caméras. La population se sent plus en sécurité. S'ils ont eux-mêmes été confrontés à des actes de délinquance, ils peuvent venir consulter tous les enregistrements vidéo que nous consignons ici. Comme exemple de la coopération entre les habitants et les autorités, M. Gao nous montre l'arrestation d'un voleur de bicyclette, rendu possible par le travail commun des caméras, des policiers et des habitants. Mais la salle de vidéosurveillance n'est pas l'outil le plus sophistiqué. Dans ce quartier à la lisière des gratte-ciel, la technologie se fait discrète, mais c'est toute la vie communautaire qui est numérisée. Dans ce dispensaire, la population est invitée tous les 6 mois à faire des tests de pression artérielle. Toutes les données arrivent directement dans notre plateforme. L'intérêt, c'est de constituer une base de données qui nous permet d'analyser l'évolution de la pression artérielle dans le quartier. La centralisation des données sur la santé des habitants permet de mesurer l'impact des programmes de santé publique, mais également un traitement personnalisé. Si les relevés d'un habitant sont anormaux, le patient est mis en relation avec son médecin, depuis chez lui, un système qui évite de surcharger les urgences. Les habitants de Lujiazhu peuvent également prendre des cours ou faire leurs courses via leur poste de télévision. Et toutes ces démarches sont enregistrées sur la puce de leur carte d'identité numérique, qui leur sert également à entrer et sortir de chez eux, ou à faire leurs courses comme n'importe quelle carte de crédit, et même à pointer au travail volontaire. Ainsi, lorsque les bénévoles pointent dans le métro de Shanghai, avant leur travail officiel, les heures qu'ils consacrent à la collectivité sont comptabilisées. État de santé, achat, hobby, travail volontaire, allées et venues, tout est enregistré sur la carte d'identité numérique des habitants. Mais où vont toutes ces données et à quoi servent-elles? C'est dans les ordinateurs de l'entreprise FK Network que les cartes à puce déchargent leurs informations.
Nous classons les personnes en fonction de certains paramètres. Par exemple, les personnes du groupe A sont les personnes de plus de 65 ans qui vivent seules. Si une personne du groupe A n'est pas sortie de chez elle depuis 2 jours, le logiciel le remarque. Une alerte est donnée et transférée directement à l'association de quartier qui pourra lui rendre visite pour voir si tout va bien. Le centre de contrôle de M. Dong veille également sur d'autres catégories d'habitants, comme, par exemple, les anciens dealers ou toxicomanes. Si nous nous rendons compte qu'une personne de ce groupe fait plus d'allées et venues qu'auparavant ou qu'il a beaucoup de visites, l'association de voisinage ira également voir si tout va bien. Peut-être qu'on réalisera qu'il a replongé ou qu'il fait du trafic. Nous ne faisons que rapporter des situations anormales à l'association pour qu'elle fasse ensuite des analyses plus poussées. L'entreprise FK Network gère, pour le moment, les données de 60 000 citadins de Shanghai, mais elle envisage d'étendre ses services à plusieurs millions d'habitants. Pour qu'un système fonctionne en Chine, il doit satisfaire 3 exigences. La première, il faut que la population l'apprécie. C'est le plus important. La deuxième, il doit satisfaire le gouvernement. La troisième, il faut que l'entreprise soit rentable, car nous investissons énormément d'argent dans ce projet. Ce coûteux programme de gestion de données est financé en partie par la communauté de quartier elle-même, bientôt par la publicité personnalisée que M. Dong espère afficher sur les portes d'entrée, et enfin par le gouvernement national, qui peut ainsi mettre à profit toutes les données collectées et la vingtaine de catégories de citadins qui en a été tirée. À Shanghai, on affiche la volonté du bien-être des citoyens grâce à un contrôle central. Une ville surveillée par des surveillants, eux-mêmes surveillés par un superviseur. Ce serait une des recettes d'une communauté intelligente. À Londres, les salles de vidéosurveillance, qui n'ont rien à envier à celles de Shanghai, ont l'obligation de rendre accessibles leurs données aux citoyens filmés. L'occasion pour le groupe Get Out Close de se faire un clip à l'œil en posant sur les caméras de la ville. William Gibson a dit « Les rues trouvent leur propre façon d'utiliser la technologie. C'est d'autant plus vrai avec les technologies de l'information. Chacun les réadapte à sa manière. Elles sont parfois même utilisées à l'encontre de l'intention de leurs concepteurs. Ça fait d'ailleurs partie des réponses les plus intéressantes. » La révolte serait-elle en train de gronder contre l'accumulation colossale de données personnelles par les systèmes urbains? Concrètement, les déplacements dans la ville, la consommation énergétique précise des foyers, les communications entre individus sont enregistrés par chacune des régies urbaines dans le but de les faire fonctionner de manière optimale. Mais pour qui possède et sait lire ces données, des utilisations plus discutables se profilent, du marketing personnalisé à la surveillance systématique. La collecte de données sur les individus, elle est à la fois une chance absolument extraordinaire et évidemment un danger absolument extraordinaire aussi. Donc est-ce que ces données-là, qui sont si utiles aux entreprises ou aux acteurs publics, pourraient à moi aussi m'être utiles de la même manière, en termes de connaissances, en termes de capacité de décision, en termes de capacité d'action? Si c'est le cas, on change un petit peu l'ordre des choses. C'est-à-dire on est dans une situation dans laquelle on a effectivement distribué du pouvoir. La ville numérique amplifie un conflit ancestral. D'un côté, l'idée que la planification de la ville doit rester la chasse gardée d'une élite. Les autres devant se contenter de l'utiliser, de la bâtir ou de l'entretenir. Et de l'autre, l'espoir que la ville reflète la volonté de tous ceux qui l'habitent. Un pouvoir plus partagé. Historiquement, je pense qu'on se dirige vers le partage. Mais ça pose beaucoup de questions importantes concernant le contrôle, la propriété, ouvert ou fermé. C'est un changement générationnel.
Est-ce qu'on va vers le conflit? Absolument. Ce qui signifie que ce nouveau mouvement, celui vers le partage, pas le capitalisme, doit réfléchir à comment s'imposer pour que cette nouvelle opportunité ne serve pas que les intérêts de quelques-uns. Les données enregistrées par tous les capteurs urbains sont comme les empreintes numériques de nos vies. Croisées et analysées, elles permettent de mieux comprendre le système très complexe qu'est la ville. Mais ces informations seront-elles le nouvel outil d'un pouvoir central, une sorte de Big Brother qui pourrait contrôler la vie urbaine dans ses moindres détails? Ou annonce-t-elle, au contraire, l'avènement d'une conscience collective plus grande, une ville où tous les habitants, qui poursuivent chacun leur propre destination, comprennent comment leur vie est liée à celle d'une humanité plus large? La perspective Big Brother reste toujours une perspective menaçante, mais une perspective. Et c'est par le désordre qu'on combattra cet ordre. Il se trouve que ça tombe bien, le monde numérique est extraordinairement facteur de désordre. Cette perspective-là, elle est compliquée, elle est fatigante, mais elle est marrante en même temps. La technologie affecte les quartiers différemment que les villes considérées comme des abstractions. Elle s'infiltre dans les quartiers plus ou moins profondément. Les gens en font différents usages. En fait, au bout du compte, ce qui m'intéresse, c'est le quartier, l'échelle des quartiers, les affinités et les ajustements qui naissent d'une immersion, du fait de vivre sur une partie de la planète bien définie pendant une longue période de temps.